Chapitre 137. Les ambulances avaient quitté l'entrepôt depuis moins d'une heure. La témoin de Luxure se trouvait sous protection médicale. L'ombre avait donné sa version, et les ravisseurs survivants étaient séparés. Yvon attendait dans une clinique de garde pendant qu'un vétérinaire examinait Poutine. Le berger hollandais n'avait aucune blessure grave. Son harnais avait marqué son poitrail, et la muselière avait irrité son museau. Poutine restait debout malgré la fatigue. Il surveillait chaque mouvement du vétérinaire et revenait toujours poser les yeux sur Yvon. Le téléphone vibra. Une alerte annonçait que des médias avaient reçu une déclaration du responsable de Ligne Noire. Les rédactions possédaient le même fichier audio, accompagné de preuves d'authenticité et de détails jamais rendus publics. Le matériel venait de plusieurs relais. Le titre était déjà partout. Le narrateur revendique le chaos. Yvon lança l'enregistrement. La voix arriva calme et plus fatiguée qu'à l'habitude. Elle déclara que le public voulait un seul responsable, que la police voulait un dossier central, que les gouvernements voulaient une menace identifiable et que les médias voulaient un visage absent assez simple pour contenir toutes les peurs. Alors elle allait leur donner son propre nom. La voix affirma qu'elle assumait les scènes préparées, les preuves transmises, les pressions déclenchées et les conséquences volontairement provoquées. Puis elle posa une limite. Elle n'avait pas ordonné l'enlèvement de la témoin, de l'ombre ou de Poutine. Elle n'avait engagé aucun homme de l'entrepôt et n'avait contrôlé aucune de leurs armes. Cependant, son livre avait forcé le réseau Luxure à réagir. Sa méthode avait ouvert un terrain où d'autres avaient choisi la capture et la violence. Elle refusait donc de prétendre que cela ne la concernait pas. Le vétérinaire demanda à Yvon de garder Poutine au repos quelques jours. Le chien leva les oreilles au son de son nom, comme s'il refusait déjà cette ordonnance. Yvon relança le fichier. La voix expliquait qu'assumer une conséquence ne voulait pas dire inventer une confession. Elle ne porterait pas le faux témoignage demandé par ceux qui voulaient fermer tous les dossiers avec une seule signature. Elle acceptait seulement que le chaos porte son nom lorsqu'il naissait dans l'espace ouvert par son livre. Les médias n'attendirent pas la fin. Sur les écrans, un bandeau annonçait une confession générale. Un analyste parlait d'un individu cherchant à contrôler sa légende. Une ancienne responsable politique parla d'une seule attaque coordonnée. Yvon comprit le piège. En acceptant le poids, la voix permettait au système de simplifier le reste. Les policiers achetés, les témoins déplacés, les rapports falsifiés et les décisions vendues risquaient de devenir de simples conséquences d'un homme présenté comme la cause de tout. Le téléphone sonna. Yvon répondit et activa le haut-parleur. La voix lui demanda s'il avait écouté jusqu'au bout. Yvon répondit qu'il avait surtout regardé ce que les autres en faisaient. Elle savait qu'ils utiliseraient sa déclaration pour nettoyer leurs propres traces. Yvon demanda pourquoi elle leur offrait exactement ce qu'ils voulaient. La voix répondit que le système n'avait pas besoin de son autorisation pour fabriquer un monstre. Il aurait choisi un faux visage, un suspect pratique ou un innocent assez isolé pour ne pas pouvoir se défendre. Cette fois, elle choisissait elle-même le monstre qu'il poursuivrait. Yvon lui rappela qu'un coupable unique permettrait aux autres de prétendre que tout venait d'elle. La voix répondit que chaque dossier publié séparait les actes, les dates, les paiements et les décisions. Elle acceptait le nom général, mais pas l'effacement des responsabilités particulières. Des journalistes, des avocats et des enquêteurs indépendants possédaient déjà les archives. Les manchettes pouvaient résumer l'histoire sous un seul visage, mais les preuves resteraient attachées aux véritables responsables. Yvon demanda ce qu'elle gagnait. La voix répondit qu'elle gagnait du temps pour ceux qui parlaient encore. Depuis l'enlèvement raté, plusieurs témoins demandaient une protection réelle. Des employés transmettaient leurs documents et 2 intermédiaires cherchaient à négocier. Pendant que les autorités visaient le monstre officiel, certaines personnes disposaient de quelques heures pour quitter les mauvaises mains. Yvon regarda Poutine. Le chien avait fini par se coucher, mais ses yeux restaient ouverts. Yvon demanda si la voix se servait de sa propre chasse comme diversion. Elle répondit que oui. Elle n'offrait ni adresse, ni visage, ni point central. Les fichiers venaient de relais distincts. Les enregistrements avaient été déposés à l'avance et leur publication continuait sans intervention immédiate.
Accepter le rôle du monstre ne signifiait pas devenir plus facile à trouver. Cela signifiait seulement cesser de lutter contre ce mot. Yvon lui demanda pourquoi sa voix semblait différente. La réponse tarda. Elle expliqua qu'un homme pouvait passer des années à refuser les noms donnés par les autres. On l'avait appelé tueur, terroriste, justicier ou monstre, et chaque mot gardait seulement ce qui faisait peur. Aujourd'hui, elle cessait de corriger leur vocabulaire. Elle avait encore besoin que les preuves parlent avec précision. Elle n'avait plus besoin que son image soit comprise avec justice. Yvon ressentit une tristesse nouvelle. Cette tristesse ne concernait pas seulement le narrateur qu'on poursuivait. Elle concernait surtout l'homme assez seul pour porter toute la noirceur, même celle qui ne lui appartenait pas complètement. Il demanda si elle croyait pouvoir porter cela sans finir par croire elle-même au monstre. La voix répondit qu'elle n'avait jamais demandé à rester propre. Elle demandait seulement que les autres ne le deviennent pas en lui donnant toute la saleté. Sur les écrans, une conférence de presse commença. Un porte-parole annonça la création d'une cellule nationale consacrée aux responsables de lignes noires. Il parla d'un individu unique, hautement organisé, responsable d'une campagne de déstabilisation. Il ne mentionna ni les policiers payés, ni le fond, ni les témoins déplacés. Les téléphones de plusieurs journalistes vibrèrent presque au même moment. Ils recevaient un deuxième paquet préparé, transmis par leur propre source. À côté du portrait vide du monstre officiel apparurent les contrats, les transferts et les signatures que la conférence tentait d'oublier. Le porte-parole s'interrompit. La voix dit à Yvon que c'était la différence entre porter le chaos et laisser les autres sans laver les mains. Elle accepterait leur chasse, mais elle n'accepterait pas leur innocence. L'appel prit fin clairement. Yvon baissa le téléphone. Poutine se leva lentement et appuya son épaule contre sa jambe. Dans la rue, le mot monstre revenait sans cesse, toujours plus gros, toujours plus simple et plus facile à retenir que les milliers de décisions cachées derrière. La voix avait choisi de ne plus se défendre contre ce mot. Elle l'avait pris pour empêcher qu'on le dépose sur quelqu'un d'autre. Yvon regarda Poutine, puis la ville qui cherchait encore une seule gueule à haïr. Le narrateur ne venait pas de révéler son identité. Il venait de sacrifier la possibilité qu'un jour quelqu'un cherche encore à voir l'homme derrière la voix.